Aujourd'hui, et ce n'est pas la première fois, on va parler de République démocratique du Congo. Alors normalement au moment où je vous parle de ça, il y a déjà la vidéo sur la Centrafrique qui est tombée, et à plein de moments, je vous dis, la situation en Centrafrique en fait est assez similaire à la situation en République démocratique du Congo, et peut-être que du coup vous n'avez pas forcément la référence, ce qui tombe très bien parce que on a une vidéo du coup de Histoire Crépue qui est sortie il y a pas longtemps, qui parle très précisément de ça. En mode, comment du coup un capitalisme sauvage qui est géré par des compagnies qui sont pas des compagnies étatiques, mais qui sont vraiment des compagnies de mercenaires en fait, qui prennent possession de mines et d'extraction, s'organise de façon, enfin horrible. Vraiment c'est un enfer, vous allez voir. Hein, pourquoi est-ce que ça fait ça? Attendez. Une nouvelle mine s'est effondrée en RDC. L'image tourne en boucle, mais avec très peu d'explications sur ce qui se passe vraiment. Alors si vous voulez aller plus loin que le buzz, j'ai posé la question à David Maenda Kitoko, un Je rêve d'aller plus loin que le buzz. spécialiste congolais. S'il vous plaît, quand vous voyez ces vidéos-là, demandez plus d'informations sur ce qui se passe réellement dans ce pays. Ne restez pas sur du buzz, sur du trend. On a besoin qu'effectivement le maximum de gens en entendent parler et qu'on fasse bouger des politiques publiques. Alors on y va. D'abord, il faut comprendre le contexte. La mine qui s'est effondrée se situe en République démocratique du Congo, un immense pays d'Afrique centrale qui produit du cobalt, du cuivre, de l'étain, du tantal, un pays tellement riche en ressources qu'il est la cible d'un pillage organisé depuis l'époque coloniale. Et ce type de pillage porte un nom, on l'appelle l'extractivisme. C'est le fait d'extraire massivement et intensivement des richesses. Je crois que Someboy a fait des efforts sur le son et que maintenant il y a des filtres sur la voix de ses invités pour enlever le bruit. Et c'est tellement mieux. Sources, on va dire, naturelles. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi le comprendre comme un système économique. C'est-à-dire qu'on va extraire massivement et intensivement pour l'amener vers un marché dit international. Donc c'est pas juste le fait d'extraire. Et c'est pas juste le fait d'extraire pour une consommation locale. En général, ça n'existait pas. Ça va être vraiment destiné à un marché international. Et pour que ce système puisse exister, il faut un système politique qui lui facilite la manière de faire. Pour les cas de la RDC, ça va être deux manières de faire. Sur les sujets qui vont nous concerner aujourd'hui, ça va être la corruption dans le sud de la RDC vers le Katanga. Et au nord, ça va être un régime de terreur. On va installer vraiment en permanence la guerre dans cette région-là, mais d'une manière beaucoup plus approfondie. On pourrait le comprendre comme une manière d'habiter la terre qui vient avec les systèmes coloniaux. Et à partir de là, on peut voir que c'est une manière violente d'habiter la terre qui décide quels endroits sont des endroits sacrifiés et qui décide de faire en sorte que c'est tout ce qui peuple ce territoire-là. Les humains, les non-humains doivent être au service du colon ou au service du confort du colon. L'extractivisme, on pourrait le comprendre comme un fait social total dans l'endroit où le colonialisme s'exprime, mais aussi dans la métropole. C'est-à-dire que la métropole vit grâce à ce système colonial, va dépendre exclusivement de cette manière-là de faire. Parce que les mines de ces endroits-là, si vous ne le saviez pas, sont absolument indispensables pour fabriquer nos ordis, nos téléphones, nos puces électroniques, tous les machins en fait, basiquement, qui sont les plus... technologiquement, on en a besoin de fou en fait, genre avec toutes les avancées. C'est de là que ça... Et concrètement, cet extractivisme passe par des infrastructures. Il y a les ports, les routes, les chemins de fer, les entrepôts, et tout au bout, au point de départ, c'est la mine. Alors regardons plus précisément celle qui s'est effondrée. Elle se situait à Kalando. Alors, Kalando, c'est dans le sud de la RDC. C'est vraiment dans la province du Lualaba ou du Katanga. C'est pas loin de Kolwezi. C'est une région qui est très connue comme une région qui prie fer, qu'on y trouve beaucoup de cuivre, donc également du cobalt. Plus de 50% des réserves mondiales du cobalt se trouvent en RDC et environ 70% de la production mondiale se trouve en RDC, donc dans cette région-là. Mais ça sert à quoi le cobalt? C'est là que tu vois qu'il y a quand même un espèce d'immense paradoxe de les endroits où il y a le plus de ressources importantes, ce sont pas du tout des endroits riches, quoi. Le cobalt, ça va être un métal qu'on va trouver dans la nature. Si vous le tenez dans la main, c'est un caillou, c'est une couleur bleue qu'on va C'est beau sa mère, le cobalt. extraire profondément dans la mine. Aujourd'hui, à quoi ça va servir? Principalement, la grosse partie va partir dans les batteries qu'on appelle lithium-ion, qu'on va retrouver dans les véhicules électriques, parfois également dans les smartphones, dans les ordinateurs. Bref, dans ce qui va être électronique, on va souvent avoir besoin du cobalt parce qu'il va également servir d'alliage.
suppose qu'il est assez résistant à la chaleur, notamment par exemple dans l'aéronautique, on n'en parle pas assez. Le cobalt se retrouve dans beaucoup Donc dans l'armée, des appareils qui font notre modernité. Donc c'est important de comprendre son rôle. genre dans les drones. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il est rare et important qu'il faut qu'on se focalise uniquement sur lui. C'est ça aussi qu'il faut sensibiliser les gens. Le cobalt, il n'est pas tout seul dans la terre. Enfin, tu vas pas dans une terre et trouver le cobalt. Donc, il y a d'autres coproduits dont on ne parle pas. Le fait de ne pas en parler, ça peut aussi signifier qu'on va pas prendre en compte les conséquences de l'exposition à ce genre d'autres métaux, comme le cuivre. Ça veut dire que les personnes... L'exemple de ces mines-là aussi, vous allez voir, a priori ils vont en parler, c'est que c'est aussi, pareil, à cheval en fait, entre à la fois les considérations antiracistes et décoloniales, les considérations anticapitalistes et les considérations écologistes. Parce que vous voyez que typiquement, ce genre d'exemple vous montre pleinement, de façon parfaitement transparente, à quel point tout ça c'est la même chose. Que chaque truc est interdépendant et ne se définit qu'en perspective des autres. Qui vont se tuer, comme on les voit dans la vidéo, qui sont mortes pour aller chercher ce cobalt-là, vont le vendre à un comptoir qui va leur dire « Ah oui, mais moi, je veux juste acheter que du cobalt. » Et donc, ils vont donner ces cailloux-là en pensant qu'ils vendent juste du cobalt, alors qu'ils vendent du cobalt et du cuivre. Et donc, ils se font arnaquer. Enfin, vous avez un système qui s'organise autour de ça. Donc, c'est hyper important de préciser que ça n'est jamais tout seul dans une mine comme ça. Maintenant qu'on a vu l'importance du cobalt et du cuivre, il faut parler de la mine en elle-même, qui serait, selon plusieurs médias, une mine clandestine ou bien une mine artisanale. Alors, quel est le mot le plus approprié pour décrire ce qui se passe en RDC ? C'est une manière de voir les choses. La notion de la clandestinité, ici, on va l'appliquer aux personnes qui n'ont pas le droit d'être là. On peut s'imaginer que, a priori, c'est leur territoire, donc ils peuvent l'exploiter. Sauf que là, on dit clandestine parce que c'est soit parce que les personnes, le creuseur qui se trouve là-bas, n'ont pas le droit d'accéder à ce site. Ce soit une mine clandestine parce que les propriétaires de la mine n'ont pas les autorisations pour exploiter. On dit que c'est illégal en fonction de la loi en vigueur. Et c'est important de dire en fonction de la loi en vigueur parce que les lois peuvent changer. Donc c'est ça qu'ils appellent une mine clandestine. Une notion plus générale qui est appliquée sur ce genre de situations. J'aime pas beaucoup cette définition. Sur RDC, on va dire une mine artisanale. Ce n'est pas, là encore, l'image de l'artisan que l'on peut avoir en Occident, quelqu'un qui façonne son produit, qui prend le train. Pour la RDC, c'est synonyme d'une manière, on va dire, anarchique, qui sort d'une vision, on va dire, industrielle d'extraire des minerais, qui amène d'autres problématiques, qui sont les enfants qui vont bosser dans ces mines, ou des personnes pauvres qui vont extraire des métaux, qu'ils vont vendre à des comptoirs. Et ces comptoirs-là vont, au final, de toute façon, le vendre vers les destinataires dans l'industrie. Au cœur de ce système extractiviste, il y a des humains, les mineurs. Plus d'une trentaine sont décédés dans l'effondrement de la mine de Calando. Alors qui sont-ils ? C'est une mine dite Je pense que c'est des esclaves. Hein. Enfin, la vérité, c'est ça le mot. artisanale, dans lesquelles on va trouver des gosses, parce que leur corps est plus fin, vont pouvoir aller un peu plus profondément dans les mines. On y trouve aussi souvent des hommes pour aller miner, pour aller vraiment chercher, parce que c'est lourd, etc. Et des femmes, mais plutôt pour filtrer. On estime aujourd'hui qu'on a à peu près 40 000 enfants qui bossent. C'est une étude qui a été faite au niveau de la région de Colosie. Je pense qu'il doit en avoir plus si on faisait vraiment une étude beaucoup plus étendue. Mais au-delà des En fait, ça rappelle vachement le capitalisme primitif. Genre, typiquement, ce qui s'était passé en Angleterre et dans le nord de la France, au passage, où nous, on a vraiment eu ça aussi, dans lequel, concrètement, il y a des enfants qui vont à la mine, hein, les mineurs de fond, tout ça, ce dont on parle dans les chansons, hein, des fois maintenant. En fait, ça me rappelle vachement ces phases-là, quoi. Sauf que, bon, on a compris que ça le faisait plus trop de faire ça sur des blancs, du coup, on a juste fait ça ailleurs. Même si, bon, ailleurs, c'était déjà bien de la merde à l'époque. enfants, il y a d'abord des adultes qui se lancent souvent pour des raisons Et du coup, voilà, ça fait un peu penser à des phases primitives du capitalisme, quoi, dans les moments où c'est hyper dangereux, enfin hyper violent, quoi. économiques. C'est souvent des personnes qui n'ont pas plus d'autres moyens de travailler que d'aller dans la mine, ou alors Merci pour le sub. des personnes qui avaient d'autres métiers avant, qui vont aller dans la mine parce qu'on leur fait miroiter une certaine abondance, parfois même une abondance soudaine, ce qui n'est jamais une réalité. Parce qu'en fait, quand tu vas extraire, tu vas avoir certes un peu plus d'argent d'un coup, mais en fait, ce n'est pas ça qui rend riche, sinon tout le monde le saurait à RDC. Les riches, ça va être plutôt les détenteurs de comptoirs, les détenteurs de mines et multinationales qui vont transformer ces produits. On le voit, l'extractivisme en RDC est un fait social total au service d'un développement
développement technologique dont nous bénéficions toutes et tous dans les pays du Nord. Vous qui me regardez sur votre écran et moi qui parle devant ma caméra. Pourtant, on a vu passer des images des horreurs du Congo. Ce n'est pas la première fois. J'ai demandé à David son sentiment devant le buzz qu'a fait la vidéo de l'effondrement de Kalando. Je pense que c'est quand même un truc hyper tristement ironique aussi c'est sur ces mêmes appareils fabriqués à partir de ces matières premières-là que la vidéo en question a fait son buzz, quoi. Genre, c'est un peu un enfer. C'est très compliqué parce que je vais pas éteindre une espèce d'élan d'humanisme si tant est que ce soit vraiment le cas. Mais en même temps, en fait, en 2024, on avait déjà une image à peu près pareille dans la même région. Et ça fait des années que les Congolais luttent pour mettre la question du Congo au centre des débats. La question des métaux qui sont extraits au Congo. Parce que là, c'est dans une région où il y a la paix, on va dire, où les bruits des balles n'arrivent pas. Et juste au-dessus, dans le nord et sud Kivu, vous avez plus de 260 bandes armées qui dirigent des mines de coltan qui vont Et ça a rien d'en faire. On en avait déjà parlé à l'époque, on avait parlé du coup du mouvement, je crois que c'est le M23. aussi se retrouver dans les mêmes appareils où on trouve du cobalt qui aujourd'hui émeut plus les gens. Enfin, je trouve que c'est vraiment sur les côtés spectaculaires de la chose qu'elle amène cette vidéo parce qu'on voit vraiment une montagne s'effondrer, mais ça cache quand même pas mal d'autres réalités qui sont les 6 millions de morts des personnes tuées pour accéder aux ressources minières, qui sont tuées par la guerre, pas parce que les mines se sont effondrées. Et je ne dis pas que ce n'est pas grave, je dis juste qu'en fait, on invisibilise la question de la guerre pour montrer une catastrophe qui peut arriver partout où se trouvent des mines. Oui, je vois ce qu'il veut dire. Genre, on a l'impression que c'est une catastrophe entre grosses guillemets naturelle, alors que c'est quand même tout un système en place sur place qui fait que du coup il y a ce genre d'accident qui arrive, mais c'est juste un détail au milieu d'un enfer d'exploitation. Ce qui est déjà une bonne chose, mais ça nous évite de parler de la guerre et surtout, ça évite de parler de la consommation de ces métaux-là. C'est un accident par hasard, voilà, ça peut arriver. C'est facile d'être triste et de dépolitiser tout ça, exactement. Et puis c'est aussi facile de tomber dans une espèce du coup de posture morale dans laquelle les gens vont te dire regardez, du coup faut impérativement qu'on boycotte. Sauf que le problème, c'est que c'est comme beaucoup d'autres boycotts, c'est qu'il faudrait un petit peu tout boycott. Et du coup, tu te retrouves à être en mode non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est jouer sur les gens qui sont vraiment en contrôle de ça. À savoir, désolé de me répéter encore une fois, mais la classe bourgeoise. La colonisation et l'extractivisme bénéficient, certes, pour nous, parce que du coup, on peut profiter d'objets technologiques sympas, tu vois, mais les gens qui se font de l'oseille pour de vrai et qui sont dans cette logique extractiviste et d'exploitation, c'est surtout les compagnies genre et donc les dirigeants de ces entreprises là en fait qui littéralement prennent la décision aussi d'alimenter ces conflits là et d'alimenter ce système et ce système là, c'est la trace du colonialisme, un colonialisme qui a été fait entre autres par des compagnies privées qui pour certaines ont disparu, pour d'autres sont encore là aujourd'hui, mais toujours est-il que c'est cet héritage là en fait qu'il faut regarder en face, et c'est l'héritage de notre bourgeoisie à nous. Donc en fait il faut au bout d'un moment faire passer des lois. Il faut au bout d'un moment genre leur reprendre leurs entreprises pour qu'ils arrêtent de plébisciter ce genre de choses en fait. Mais non, c'est quelque chose qui est assez courant. Mais Genre, c'est même pas un truc de responsabilité, c'est-à-dire que ça fait vraiment partie de leur ADN en plus. Enfin, c'est du post-colonialisme, ça veut dire que déjà à l'époque du colonialisme il se passait des dingueries. Je peux vous dire que les effondrements, c'est quelque chose d'assez quotidien. Moi, j'ai des amis qui reviennent de Colosie, qui ont été visiter des mines. À chaque fois, ils allaient avec des mineurs qui leur disaient, là, c'est un tombeau, il y a cette personne qui sont restées sous la terre. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. En fait, vous avez un territoire au sud, des gens qui ne sont pas tués par les balles, mais qui sont tués par la mine. Et au nord, des gens qui sont tués par les balles. On devrait parler de tous ces enjeux-là, mais je suis un peu partagé, pour être honnête, et presque. C'est quand même un enfer, hein. Parce que là, du coup, on est vraiment sur des notions de travail forcé, d'esclavage, hein, de gens qui se retrouvent en fait à... genre, tu sors de la mine, t'évites les balles, et tu rentres dans la mine, t'as toutes les chances qu'elles s'effondrent sur ta gueule, quoi. C'est vraiment, genre, un enfer. Genre, on dirait vraiment, littéralement, des descriptions bibliques de ce qui est censé être l'enfer. C'est horrible. En colère, qu'on attende qu'il y ait un truc qui devienne une trend sur Instagram pour parler de la question congolaise, alors qu'au quotidien, nous trimons pour que ça soit dit, que ça soit mis en lumière, pour que enfin la question de la goinfrerie des métaux de pays riches se pose, qu'on se pose la question de la consommation de tous ces gadgets. Aujourd'hui, si on compte dans la maison de n'importe qui en France, on trouvera pas moins de 7 objets connectés qui possèdent une trace de cette histoire. Et donc,
Donc juste s'étonner ou s'émouvoir de ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut plutôt s'étonner de la consommation en croissance de ces métaux-là, s'étonner de quelque chose de magique qui débarque comme ça, c'est l'intelligence artificielle. Et personne ne parle de l'infrastructure qui va supporter cette intelligence artificielle, la matérialité de cette intelligence artificielle. Eh bien, quand cette matérialité-là nous revient en face comme ça, voilà, ça fait un trend, on va passer à autre chose. Jusqu'à ce qu'il y ait encore une grosse mine qui s'écroule sur des gens et on va en parler. Mais c'est une réalité. Et moi, ce que je dis, c'est que ça fait partie d'un cycle éternel de production du capitalisme, de crises successives. Et c'est pour ça qu'il faut remettre en profondeur, genre, cette façon-là de faire de la production technologique. Parce que c'est pas la technologie en tant que telle, encore une fois, qui est le problème. C'est comme pour toutes les technologies sous le capitalisme. Le problème, c'est comment est-ce qu'on la produit, comment est-ce qu'on obtient ces résultats-là à cette vitesse-là, genre, et comment est-ce qu'on autorise ce genre de choses-là pour que ça arrive en fait. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire. Enfin, genre, ça veut pas dire on doit faire des bons dans le passé technologiquement. Ça veut juste dire genre, wesh, est-ce qu'on pourrait pas déjà essayer, enfin, ça va nécessairement demander d'aller moins vite, de faire un peu plus attention, ça c'est reste réel, et genre il faut le prendre en compte, et c'est pas grave, genre c'est pas un drame, c'est ok, tu vois. Et il faut remettre en question tout le système de production et tout le système de production post-colonial, parce que sinon, genre, et ça veut dire remettre en question, certes, les mines de cobalt en RDC, mais ça veut aussi dire mettre en perspective tout le reste. Ça veut aussi dire remettre en perspective, par exemple, même ne serait-ce que dans la bouffe, dans la façon, dans les trucs qui sont cultivés tout autour du monde, dans la façon dont c'est fait. En fait, on va retrouver le même genre de problème qui vont prendre des formes et des niveaux de violence différents un peu partout autour de la Terre, parce que c'est des restes de colonialisme en fait. Et c'est aussi des conséquences qui ont été imposées par la mondialisation. Que nous vivons chaque jour. Et je pense que si les gens sont sincères dans cette manière d'être émus par rapport à cette vidéo, bien il faut se saisir de ce moment-là pour poser des vraies questions qui sont pourquoi est-ce qu'il y a plus de 6 millions de Congolais qui sont tués pour accéder aux ressources? Pourquoi on ne parle pas de toutes ces mines qui s'écroulent, qui n'ont pas eu la chance d'être captées à un moment? Pourquoi est-ce que tout doit passer par le numérique et donc nous rendre, nous tous, complices d'un système comme ça? Ce sont des questions qui doivent se poser, qui ne sont pour l'instant pas posées. C'est juste, voilà, c'est une catastrophe. Et je vais vraiment pas minimiser l'ampleur de cette catastrophe-là, mais je veux juste qu'on puisse se poser des questions. Le constat est si clair que dans un premier temps, j'ai été submergé par un sentiment d'impuissance et de désespoir. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant que consommateur et consommatrice de ces appareils? J'aime pas trop cet angle-là, moi, vous savez. On n'est pas que des consommateurs et des consommatrices. Genre, il y a tout un système, toute une organisation sociale qui est à l'origine de ce truc-là. On peut pas réfléchir à ce problème-là en tant qu'individu, en fait. C'est pas possible et ça ne marche pas, genre. Parce que je sais que vous n'allez pas les jeter à la poubelle tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on fait? David a déjà des idées L'organisation sociale. sur ce point. L'organisation collective, pardon. Moi, je fais très attention à distinguer les consommateurs des citoyens. C'est-à-dire que, en fait, un consommateur est soumis à tout un tas de manipulations marketing qui fait qu'en fait, il est peut-être rendu vulnérable. Mais un citoyen peut exiger une meilleure traçabilité. Et je veux dire, qui aujourd'hui accepte Et ça, des solutions politiques. de manger de la viande sans savoir sa provenance pour ce qui concerne les produits électroniques en silence radio. Donc peut-être, en tant que citoyen, ils doivent se saisir C'est un début de réponse, tu vois, ça. Mais ça reste une réponse assez libérale, je trouve. de ces questions-là. Alors juste dire, du coup, il faudrait que les gens soient plus au courant. Ça suffit pas, parce que même si les gens sont au courant, les capitalistes vont juste continuer à faire. Ou ils vont le faire de façon plus discrète, quoi. Avant d'acheter son iPhone, ce Samsung, j'avais bien une notice qui me dise qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone et ça vient d'où. C'est vrai qu'on a la liste détaillée des ingrédients chimiques de quasiment tous nos aliments, on pourrait demander la même chose pour nos appareils électroniques. C'est vraiment le strict minimum, Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment ça devrait être vraiment déjà là, quoi. mais c'est déjà ça. Parce que ces petits bouts d'outils là, de gadgets, c'est plus des 60 métaux en un seul truc. 30. Genre, on devrait demander des comptes aussi aux entreprises qui en profitent, en fait, et qui sont à l'origine de ce truc-là. Genre, c'est pas un système, où en fait, il y a juste, genre, les mineurs dans les mines qui sont en souffrance, et ensuite, il y a nous en tant que consommateurs. C'est ça qui, en fait, il y a quand même énormément d'intermédiaires entre les deux, et c'est des intermédiaires qu'on peut peut-être venir questionner, qu'on peut peut-être venir un petit peu secouer, qui sont peut-être littéralement responsables. Parce qu'encore une fois, dans la prise de décision, nous, en tant qu'individus,
on est que dalle en fait. Hein. Genre vraiment, on est des poussières. Genre, même si tu vois, t'as tous les individus qui décident de faire attention à leur consommation par rapport à ça, il y aura toujours, même à ce moment-là, les entreprises en fait qui auront besoin d'avoir de l'IA. Parce que pareil, un truc aussi qu'on dit pas sur l'IA, c'est que bah, c'est quand même avant tout majoritairement utilisé par des compagnies privées, hein, plus que par des individus. Et c'est vrai pour la quasi-totalité des technologies, où en fait, quoi qu'il arrive, t'as le monde du travail, le monde professionnel, qui s'est déjà emparé de ce truc-là, et qui est déjà devenu dépendant de ce truc-là, en fait. Donc, c'est aussi ça qu'il faut remettre en question. Le fait que, quoi qu'il arrive, on vous l'impose aussi à vous d'utiliser ces trucs-là. Genre, il y a plein de boîtes dans lesquelles t'as pas vraiment le choix aussi d'utiliser ces outils qui ont été produits de façon absolument dégueulasse. Donc en fait, t'es obligé de remettre en question vraiment le mode de production à tous les niveaux, à savoir notre mode de production à nous et le mode de production plus général. 3 grammes de cuivre, c'est 1 tonne de roche qui est nécessaire pour arriver à avoir quelques grammes de cuivre. Pour l'or, c'est pire, c'est de l'ordre de 0,05 pour... Parce que sinon, on va arriver dans exactement le même système qu'on a déjà pour certains produits par rapport à l'écologie, à savoir des produits où il y a écrit « Attention, ça vient d'un endroit absolument horrible, où il y a des massacres, mais ça coûte 2 fois moins cher que ce produit qui a été fait de façon éthique. » Et du coup, à la fin, les gens vont juste acheter le produit le moins cher parce qu'ils ont juste pas les moyens. Et t'auras genre une cinquantaine de bourgeois qui vont acheter le produit plus éthique et qui vont commencer à casser les couilles à tout le monde et à leur faire la morale parce que eux, ils auront acheté le truc éthique. Et c'est vraiment pas une solution, quoi, pour moi. Enfin, c'est juste esthétique au final. Et encore une fois, jouer sur la consommation alors qu'il y a énormément d'intermédiaires en fait entre les mineurs et nous, justement, c'est un peu ne pas avoir le problème. Pour avoir quelques grammes de l'or qu'on va mettre dans le smartphone. Vous en avez 60 différents dans un seul smartphone. Et donc, il faut poser des questions par rapport à ça. En fait, la mine que vous avez vue... Et clairement, l'excuse du capitalisme moderne, c'est de se défausser sur leurs sous-traitants en disant qu'ils ne savent pas, qu'ils exploitent des gens dans des conditions proches de l'esclavage, il faut les rendre responsables. Mais ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est aussi vrai, y compris en France, en fait, hein, sur la production, par exemple, de champagne, dans laquelle, littéralement, il y a des entreprises comme fucking LVMH, tu vois, genre qui fabriquent du champagne en France avec des esclaves, des migrants qui n'ont pas le droit d'avoir le droit du travail et où en fait il y a littéralement des affaires, genre chaque année, qui remontent de traite d'êtres humains, d'exploitation, d'esclavagisme en fait, en France, chez nous, avec un système d'ordre colonial. Et l'excuse du coup de LVMH, c'est de dire « Ah, mais je ne savais pas, c'est des sous-traitants. En fait, j'ai demandé à tel et tel et tel sous-traitant. Et donc, en fait, on n'est pas responsable. » Et du coup, au final, les capitalistes finissent par tout le temps s'en sortir. Juste parce qu'ils ont fait un réseau suffisamment complexe pour qu'on puisse pas retracer leur responsabilité à eux, tu vois. Alors que c'est eux le rouage central de cette machine. S'effondrer, c'est peut-être pour quelques grammes de cuivre qui vont se retrouver là-dedans. Et quand ça va partir dans, je sais pas moi, les voitures électriques, c'est 80 kilos de cuivre, 10 à 15 kilogrammes de cobalt dans une batterie. Combien d'effondrements de mines faudra-t-il attendre pour se poser des questions sur ça? Ça n'est pas aux consommateurs que je vais m'adresser, c'est vraiment aux citoyens qui demandent des comptes à leurs États, qui font de lois, qui vont faire des lois sur le numérique sans poser la question de la matérialité de ce numérique. J'ai vu que la France avait promis au sommet de l'IA d'investir 109 milliards pour le développement de l'intelligence artificielle. Le même gouvernement qui nous demande de faire des économies, de plus avoir d'eau chaude et de se retenir de manger un jour sur deux, là. Les mêmes gens qui veulent faire des économies sur notre gueule, sur notre sécurité sociale, sur tout notre système, là, ils veulent faire ça? C'est une vanne? C'est quoi, les IA, c'est plus important que les hôpitaux? Comment ça marche? Non mais attendez, répète ça, là. Sur le numérique sans poser la question de la matérialité de ce numérique. J'ai vu que la France avait promis au sommet de l'IA d'investir 109 milliards pour le développement de l'intelligence artificielle. MDR. Sans se poser la question d'où. Et ça va passer par les cadeaux aux entreprises. Hein. C'est-à-dire que investir dans l'IA, ça veut juste dire donner de l'argent public à des entreprises. Littéralement. Proviendra la matérialité pour construire ces data centers. Au niveau de l'Europe, le Green Deal européen qui se base pareil sur l'extraction de métaux. Personne ne pose de questions qui est-ce que va payer le prix de tout ça. Non. Et je vous rappelle que d'ailleurs au passage, tous ces cadeaux qu'on fait aux entreprises d'argent public, c'est jamais remis en question dans aucun des 5 derniers budgets qui n'ont pas été votés.
Donc, on revient à ce on disait au début sur la métropole qui vit sur cet extractivisme-là, sur ce colonialisme-là, ce mode colonial d'habiter la terre. Peu importe ce qui se passe Ah bah, ça n'a pas changé. dans la colonie, on va continuer à vivre comme ça parce que ça permet un confort de l'espace colonisateur. On va créer des bulles décarbonées, on va respirer effectivement l'air sain à Paris pendant qu'on va exporter des externalités négatives de ce mode de vie ailleurs. Effectivement, il reste beaucoup à faire pour briser notre confort colonial. Mais David et ses camarades s'organisent avec un tas d'associations congolaises. Et si vous avez le temps, il faut aller les écouter directement, leur donner de la force et de la visibilité. Mon association s'appelle Génération Lumière et nous aussi on a des paradoxes, on est sur Instagram et sur LinkedIn et sur Facebook, mais promis, c'est les seuls endroits non éthiques où vous nous trouverez. La plupart du temps, on va faire 3 choses, c'est vraiment faire du plaidoyer au sein des institutions. C'est là que tu vois que c'est une folie, quoi. Genre, on n'a vraiment pas le choix. Genre, il y a vraiment cette hégémonie de la part des grandes entreprises, comme dans n'importe quelle des pires dystopies possibles, où au final, du coup, t'es conscient du problème et t'es obligé d'utiliser ce même outil pour tenter d'y mettre fin. Et c'est juste horrible, quoi. Là, on a un travail en cours au Parlement européen. Nous allons être reçus le 1er décembre pour dénoncer un accord qui a été signé entre l'Union européenne et le Rwanda pour acheminer des métaux dits durables. Vous pouvez nous soutenir en mobilisant les médias pour en parler, pour installer une dynamique de force là-dessus. Vous pouvez soutenir en rejoignant la lutte congolaise. Moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on reprenne l'appareil de production, hein. Enfin, franchement, genre, si on veut arrêter de produire n'importe comment, il n'y a vraiment pas le choix, hein. Sectaire, vous venez à Génération Genre, je vois pas quoi faire d'autre. Tous les autres trucs me semblent vraiment gaze et n'ont pas fonctionné. Lumière, comme vous pouvez aller à Team Congo ou d'autres associations congolaises qui essayent de visibiliser ces questions-là. Vous pouvez également participer à nos événements, venir écouter les conférences et on essaye de les rendre le plus accessible possible. Mais la manière vraiment de soutenir l'élite congolaise, c'est de pousser à ce que les politiques, vos élus d'ici, arrêtent de penser que le confort, que la technologie est la solution à tout et que surtout, ça peut reposer sur la destruction de la vie des humains non humains. Parce que là, du coup, ils ont même pas parlé de ça, mais genre vraiment, niveau écolo aussi, c'est une immense dinguerie, hein, l'extraction du cobalt, hein. Même dans d'autres territoires. Je veux dire que non seulement, tu vois, les travailleurs sur place, genre, meurent, sont exploités, sont des populations qui se retrouvent esclavisées dans une zone dans laquelle il y a une guerre qui est nourrie par notre bourgeoisie coloniale, parce que ça l'arrange et que ça permet du coup, de négocier des prix et ce genre de trucs. Et en prime, ça va empoisonner le sol pour plusieurs générations qui risquent de se retrouver irrémédiablement impactées par les conséquences de cet extractivisme. Genre, c'est vraiment maudit. Genre, c'est un niveau de malédiction. Et c'est même pas la seule dinguerie qui s'est jamais passée en RDC. Genre vraiment, on pourrait refaire l'histoire dans la République démocratique du Congo. Les gens, il y a tellement de folie absolue, de trucs à dire. Surtout dans les territoires. Genre, c'est vraiment un endroit où le capitalisme, à la sauvage, genre vraiment, enfin, c'était dinguerie. Du Sud global. C'est les cas en RDC, mais il y a également les mêmes problématiques en Amérique du Sud qui sont là, mais on pourrait parler d'autres territoires dans le monde qui subissent ce système-là. Alors avant de finir, je me posais quand même une dernière question. David, il explique très bien la situation. Parce que voilà, il y a l'extractivisme, mais on a aussi encore des plantations, hein, tout simplement, un peu partout autour de la Terre aussi, où le droit du travail, c'est pas ouf, hein. Genre si vous vous informez 5 minutes sur les origines derrière l'huile de palme et les avocats, vous allez péter votre crâne. De la RDC et ce n'est pas le seul Congolais à savoir le faire. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à dire qu'on n'y comprend rien? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on voit si peu de Congolais et de Congolaises sur nos plateaux TV? Il y a des questions racistes là-dedans. Faut pas se cacher, hein. On s'est habitué à voir des corps noirs détruits. Et donc, on est moins compatissant quand ça concerne les corps noirs. La manière dont on tue au Soudan, la manière dont on tue en RDC, personne ne devrait s'habituer à ça. Ça devrait révolter de manière incroyable le monde entier, mais on s'habitue. Et ça provient aussi d'un regard raciste sur les questions congolaises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas souvent invité dans notre média où ils vont nous amener d'autres spécialistes qui ne sont pas congolais. Ça veut pas dire que chez les Congolais, il n'y a pas de spécialistes sur ces Pareil du chlordécone aussi avec les plantations. Ah ouais, de fou. questions-là. Parfois même, on est plus qualifié, plus compétent sur ces questions-là au-delà de nos expériences personnelles. On n'est pas invité dans les médias mainstream pour parler de ce qui se passe. Par conséquent, le résultat, c'est quoi? C'est que on tombe dans un truc primitiviste de c'est une guerre ethnique. Et comme c'est
C'est une guerre ethnique. Les Noirs, ils aiment s'entretuer. C'est des sauvages. Ce qui permet de silencier ces conflits-là et de ne pas parler des métaux, de ne pas parler de la consommation de ces gadgets-là. Et donc, ça ne nous concerne pas. Donc, voilà. C'est une manière vraiment raciste de raconter ce conflit, une manière raciste de voir ce qui se passe sur le corps noir, sur le continent africain. On se retrouve avec des hommes blancs qui nous racontent ce qui se passe sur nos territoires. Mais s'ils ont une once d'honnêteté, ils devraient inviter plus des Congolais, des personnes concernées, compétents. On va pas inviter des Congolais juste parce qu'ils sont Congolais. On va les inviter parce qu'ils sont concernés, mais parce qu'ils sont aussi compétents sur ce sujet-là. Il y a une manière de raconter ce qui se passe à RDC. C'est ça, faut pas tomber dans un concernisme débile. Et faut pas non plus tomber dans un anti-concernisme débile. Enfin, moi, ça, c'est un truc que j'ai déjà observé. Des gens qui sont en mode, oui, du coup, le concernisme, c'est mal. Du coup, on en a rien à foutre de la parole des concernés. Je suis bon, osons doser, peut-être. Hein, ce qu'il faut, en fait, c'est être, à la fois basé et concerné parfois pour certains sujets. Qui est une manière très raciste et qui est une manière qui invisibilise nos luttes. Comme je le disais, nous sommes écolos, nous nous battons, par exemple, contre l'extractivisme. Nous nous battons pour notre terre qui est violentée, où on éventre des montagnes comme on éventre les femmes congolaises. Mais on n'en parle pas. On parle pas de nos luttes. Et comme la plupart Longtemps pour moi, du coup, ils ont fini par en parler du côté écolo, c'est trop. Enfin, ils ont raison. des gens ne vont pas prendre le temps, ils vont consommer l'information comme tout le monde, et du coup, ça crée une espèce de... Ce conflit-là, il est complexe. Et aussi, une autre lecture que j'ai sur ces conflits-là, c'est qu'on est très habitué à voir les conflits comme une espèce de dualité qui permet sans doute une meilleure lisibilité du conflit. Alors que pour ce qui concerne la RDC, tout le monde est coupable. Vous y trouvez des Américains, des Chinois, des Indiens, des Turcs, des Français, etc. Il y a encore tellement de choses à dire sur la RDC, mais il est temps de finir cette vidéo. Vous pourrez retrouver C'est vraiment une des pires conséquences possibles derrière la mondialisation, ce genre. la jeunesse consciente congolaise très bientôt dans une conférence à Paris. Ça se passe en novembre. Attends, elle est sortie quand la vidéo? On est le 11, on est le 27 novembre, c'est sûrement déjà passé. Le 27 à la Gaîté C'est ce soir. lyrique. Il y a un événement qui est organisé par Amandine Piango où on va parler juste Ouais, si vous êtes sur ce stream, a priori, vous pourrez pas y aller. C'était il y a 2 heures, quoi. Oups. Bon, bah, en tout cas, c'est super intéressant. C'est bien, je pense, de faire un petit point sur, l'extractivisme et les caractéristiques que ça a comme façon post-coloniale d'exploiter. Parce qu'en vérité, encore une fois, le colonialisme, le néocolonialisme prennent des formes assez diverses en fonction de où ça se trouve, de quelles étaient les structures à l'origine, et de quelles sont les structures aujourd'hui et comment ça a pu évoluer. Donc là, on est quand même sur sûrement un des trucs les plus violents qu'il y a aujourd'hui sur Terre. Hein. Enfin, franchement, tout ce qui se passe au nord Kivu et au sud Kivu, c'est vraiment c'est des images qui sont monstrueuses. Enfin, on est bombardé de beaucoup d'images horribles en ce moment avec tout ce qui se passe d'un point de vue géopolitique et international, mais là, on est quand même sur, ouais, je pense quand même un des trucs les plus dégueulasses possibles. Enfin, encore une fois, c'est quand même des descriptions qui sont assez proches de l'enfer chrétien. Enfin, c'est quand même pas rien, donc voilà, pour moi, encore une fois, le seul moyen de vraiment mettre fin à ça, et pas juste de mettre fin à cette situation-là, dans ce pays-là, parce que c'est tout un système qui crée ces situations-là auxquelles il faut qu'on mette fin. C'est toute une façon, toute une vision de produire et pas juste de consommer, vraiment de produire. C'est sur la production qu'il y a un problème. Et c'est ça qu'il faut faire. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut prendre l'appareil de production parce que pour le moment, c'est pas du tout nous qui allons décider comment produire. Au risque de citer une phrase un peu hors contexte, mais la démocratie s'arrête aux portes de l'entreprise, et bah c'est un peu un problème. Ça fait que même aujourd'hui, en tant que citoyen, on n'a pas le pouvoir de faire peser sur ces entreprises colonialistes grand chose en fait. À notre échelle, même en tant que personnes qui peuvent voter, enfin, c'est quand même extrêmement limité quoi. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on prenne cet appareil de production, il faut qu'on empêche des mecs de prendre la décision libre et éclairée, parce que bon, c'est quand même les bourgeois qui sont les gens qui ont le plus de possibilités de choix, qui ont donc choisi de mettre en place ce système-là en fait. On a été saturé par Gaza, on en oublierait le reste. Mais en fait, oui, c'est vrai qu'il faut parler littéralement de tout en fait.
Elle vient d'où cette citation? C'est de Jean Jaurès. Mais lui, à la base, il parlait plus de ça par rapport à vraiment autre chose. Mais je trouve que c'est quand même pertinent, en fait. Genre, au final, le fait que, bah, mine de rien, c'est toujours un problème d'entreprises privées. Mais en fait, main dans la main avec l'État, tu vois, c'est ça aussi. C'est pour ça que nous, on a déjà quand même une agentivité quand même via, du coup, le vote, la politique et tout, sur une partie du problème. Mais la vérité, c'est qu'il faut aussi régler l'autre partie du problème, et à savoir, bah, l'aspect propriété privée qui est à l'origine de cette organisation sociale-là. Parce que jusque-là, on dirait que c'est juste un chaos désorganisé que c'est juste un enfer. Mais non, en fait. C'est pas parce que c'est horrible que c'est pas une organisation sociale. C'est pas parce que c'est chaotique que c'est pas une organisation sociale. C'est-à-dire que l'organisation sociale, elle peut aussi se faire par le chaos. C'est l'anarcho-capitalisme, plus ou moins, si vous voulez. Ça fonctionne quand même. C'est une organisation qui fonctionne sur une loi du plus fort très littérale, vraiment basée sur genre ben, la capacité de faire la guerre. Et donc, du coup, ça crée un état de guerre permanente pour obtenir des zones dans lesquelles tu peux extraire des ressources qui te permettent de financer à la fois la guerre que tu es en train de mener et en même temps d'essayer d'atteindre de nouveaux territoires. C'est vraiment littéralement une façon de s'organiser qui a été mise en place. C'est pas quelque chose de naturel, quoi. Donc, il faut, pour mettre fin à ça, regarder comment on en est arrivé là aussi dans l'histoire et remettre les choses à plat aussi, quoi. Et donc, aussi rendre les terres, rendre les moyens de production aussi dans les pays colonisés aux locaux, quoi. Enfin, ça me semble être le minimum. Enfin, moi, je vous l'ai dit, mais ça, c'est un truc qui revient systématiquement. Mais genre, moi, ça me baise le crâne que, après qu'on ait déclaré l'indépendance et qu'on ait commencé à faire, et qu'on ait soi-disant mis fin à la colonisation, ça continue encore à me baiser le crâne que du coup, ça soit légal de genre posséder un porc en Afrique, par exemple. Quand t'es un blanc qui vit en France. Comment c'est possible? Enfin, genre, c'est vraiment, on a déclaré un truc et puis voilà, c'est tout. Genre, on a laissé genre les littéraux colons continuer à coloniser, mais tranquille là. Donc au bout d'un moment, oui, on peut faire quelque chose. Et ça va pas juste être de leur demander d'être un peu plus gentils. Ça veut leur dire, en fait, ce que vous avez fait, ça, c'est du vol. Genre, vous avez pris des trucs qui vous appartenaient pas, vous avez construit un empire sur des choses qui vous appartenaient pas. C'est littéralement du vol. Donc en fait, on a le droit de vous le reprendre. C'est pas du vol de vous le reprendre, c'est juste genre rétablir les choses telles qu'elles auraient dû l'être depuis le départ. Donc il faut leur prendre en fait. Il faut leur reprendre. Et pas juste leur reprendre pour nous faire la même chose avec. Ça, c'est de la merde. Faut leur reprendre pour ensuite le rendre. Genre. Enfin bref, moi, c'est ma vision des choses, vraiment. Enfin, il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Genre, dans l'antiracisme, ça veut pas juste dire lutter contre le racisme en France. Ça veut pas juste dire lutter contre l'ordre colonial qu'on a en France, avec la division raciale du travail en France. Ça veut aussi dire remettre en question l'appareil de production coloniale dans des pays comme la République démocratique du Congo, qui n'est pas ni une république ni une démocratie, particulièrement dans le Kivu. Mais c'est ça, rappeler que la propriété c'est le vol, hein, et ça se voit particulièrement dans ces endroits-là, tu vois. Parce que au final, je suis désolé, mais on peut pas dire que c'est les populations locales et même les exploiteurs locaux qui sont les gens qui se battent et qui font littéralement la guerre. Euh, Certes, ils participent en tant que population, en tant que dominants sur les populations qui sont esclavisées, etc. Mais eux-mêmes n'y gagnent pas. Genre, on peut leur faire croire que, oui, effectivement, genre, à leur échelle, ils se mettent bien. Mais la vérité, c'est qu'ils sont surtout en train de continuer à nourrir un système qui va de toute façon finir par les tuer prématurément. Enfin, ça me semble logique. Donc, oui, il faut vraiment mettre fin à ça, quoi. Et pour ça, je suis désolé, mais on est obligé de remettre en question qui possède les entreprises, qui prend les décisions en fait, au final. C'est pas nous les consommateurs qui prenons les décisions, vraiment pas. Faut qu'on reprenne ce pouvoir-là. En tant que, c'est beaucoup plus là qu'est notre responsabilité que dans le fait de consommer tel ou tel truc. Genre notre responsabilité, c'est de lutter contre du coup cette classe de possédants qui possèdent qui possèdent littéralement la production pour tenter de leur reprendre. Et je vais conclure là-dessus. Parce que je vois pas d'autre solution, à part des pansements gays qui serviront à rien et qui reproduiront les mêmes situations dans d'autres pays. Bref, qui suis YouTube, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire, un petit don sur Tipeee, bien sûr, en cas de... Si tu peux te le permettre, bien sûr, je sais qu'avec Noël, ça va être un peu compliqué, mais ce serait très chouette. Voilà.
Gros bisous YouTube. N'hésite pas à aller suivre évidemment la chaîne de l'Histoire Crépue, à t'abonner, à suivre ce qu'il fait. Le lien est en description, bien sûr. Qui se la trouve.